hier le cours sur les syndromes topographiques. On avait commencé par les syndromes périphériques. Et je vous ai dit que dans les syndromes périphériques, on pouvait avoir une atteinte soit du muscle, soit du nerf, soit de la jonction neuromusculaire, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, on va commencer par les maladies musculaires. D'accord? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Très bien. Oui. Voilà. Alors, on va commencer. Et donc, les maladies musculaires, il y en a beaucoup. Et on va commencer par les maladies héréditaires musculaires, qui sont les plus fréquentes. D'accord? Des maladies musculaires héréditaires, qu'on appelle les dystrophies musculaires progressives. Alors, pour bien comprendre ces maladies musculaires, alors il faut savoir que ces maladies musculaires héréditaires sont dues à l'atteinte des enzymes musculaires, des enzymes pas du cytoplasme, mais de la membrane qui enveloppe, si vous voulez, la fibre musculaire, d'accord? Le sarcolème. Alors, le sarcolème est constitué de plusieurs enzymes musculaires, plusieurs types d'enzymes musculaires. Et ces enzymes musculaires entrent dans le métabolisme du muscle. Quand elles sont touchées, quand elles sont malades, donc le métabolisme du muscle est touché et le muscle va être malade et donc déficitaire. D'accord? Et ça, ces atteintes-là sont dues à des maladies héréditaires. D'accord? Donc, des lésions chromosomiques, si vous voulez. Donc là, il y a plusieurs types d'enzymes. Alors, on vous a représenté comme ça ces enzymes vues au microscope électronique. Donc, il y a plusieurs. Par exemple, ici, ces enzymes-là, ce sont, on appelle ça les sacroglycanes. Les sacroglycanes. Alors, vous avez alpha-sacroglycane, bêta-sacroglycane, delta-sacroglycane, gamma. Ça, c'est les sacroglycanes. Par exemple, ça, c'est les dystroglycanes. D'accord? Et par exemple, ces enzymes-là, en croix, c'est les mérosines. La mérosine ou la laminine. D'accord? Tout ça, ce sont des enzymes musculaires qui entrent dans le métabolisme du muscle. Et il y a celle-là, la dystrophine, qui est la plus touchée. Si vous voulez, c'est la plus touchée dans les maladies musculaires héréditaires. D'accord? Et quand on a une atteinte d'une de ces enzymes-là, musculaires, on va avoir une maladie musculaire. Le muscle va être déficitaire, malade, et ça conduit à des paralysies et même le décès. Donc, si on a une atteinte, par exemple, de ces sacroglycanes, on parle de sacroglycanopathie, maladie des sacroglycanes. Si on a une atteinte de ces enzymes-là en croix, la mérosine, on dit mérosinopathie. Si on a une atteinte de cette dystrophine, eh bien, on dit les dystrophinopathies. Et les dystrophinopathies sont les plus fréquentes et c'est pour ça qu'on va détailler que les dystrophinopathies. D'accord? Donc, les dystrophinopathies, la dystrophinopathie la plus fréquente, c'est la maladie de Duchenne de Boulogne. La maladie de Duchenne de Boulogne. C'est la plus fréquente. Des dystrophinopathies. Donc, la maladie de Duchenne de Boulogne, c'est quoi? Donc, c'est la plus fréquente et la plus sévère des maladies musculaires liées à l'X, c'est-à-dire que le problème est porté par le chromosome X, d'accord? Pas YX. Donc, seuls les enfants de sexe masculin, seuls les garçons vont être touchés, d'accord? Les filles ne sont pas touchées. Pourquoi? Parce que les filles ont un XX et les garçons ont un XY. Donc, si un X est touché pour la fille, il y a l'autre X qui va compenser. Et donc, elle sera porteuse d'un X malade. Elle sera porteuse d'un X malade qu'elle va transmettre à ses... Mais elle ne sera pas touchée cliniquement puisque l'autre X, il va compenser. D'accord? Tandis que chez les garçons, c'est le X est touché, donc le Y ne compense pas et il va porter la maladie, il va être malade. Et donc, ce sont les garçons qui sont touchés, les filles sont seulement porteuses.
D'accord? Donc, l'anomalie génétique est portée par le bras court de chromosome XP21. Ce chromosome, il code pour la dystrophine, pour une enzyme qu'on appelle la dystrophine. Et donc, cette dystrophine, si elle est touchée par cette anomalie, elle va ne pas exister, elle va être totalement absente dans le Duchenne de Boulogne. Elle va être absente complètement. Et comme c'est une enzyme qu'on trouve dans le muscle strié, mais qu'on trouve aussi dans le cœur, les muscles lisses et le cerveau. Donc, on va avoir une atteinte des muscles, bien sûr, mais aussi des problèmes au niveau du cœur, du problème au niveau aussi du cerveau, qu'on va voir plus tard. Donc, dans la maladie du chêne de Boulogne, la dystrophine est complètement absente. D'accord? C'est ce qui fait la sévérité de cette maladie. Alors, cliniquement, d'abord, c'est une maladie qui va apparaître dès l'enfance, dès la petite enfance. C'est-à-dire d'abord, l'enfant a un retard à la marche. Par exemple, si un enfant, normalement, il marche vers 8 mois, 9 mois, 10 mois, là, il va marcher vers 15, 18 mois, et il aura une démarche particulière, il va marcher sur la pointe des pieds. La pointe des pieds, c'est un enfant qui marche qui commence à marcher sur la pointe des pieds, c'est très grave. Il faut craindre soit une maladie musculaire, soit une maladie centrale, soit une maladie du nerf, en tout cas une maladie neuromusculaire. Donc, un enfant qui commence à marcher, qui marche sur la pointe des pieds, il faut craindre une maladie neuromusculaire. Donc, la démarche retardée vers 15-18 mois. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. Hein? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Alors, l'enfant, donc, il commence à marcher tardivement et à marcher mal sur la pointe des pieds. Vers 3-6 ans, vers 3 ans à 6 ans, les troubles de la marche, ils deviennent très importants. Et l'enfant va avoir, il n'est plus comme les autres enfants, il ne peut pas courir, sauter, monter les escaliers, il va chuter fréquemment. Dès qu'il commence à courir, il tombe. Il ne peut pas sauter, il ne peut pas monter les escaliers, etc. Donc, et progressivement vont apparaître des déformations. Par exemple, cette hyperlordose lombaire avec une démarche dandinante. C'est quoi l'hyperlordose? On va voir ça tout de suite. Regardez l'hyperlordose lombaire, c'est-à-dire il y a le dos qui sort et la partie lombaire qui entre. On a l'impression, le ventre qui sort comme ça, parce que la partie lombaire, elle entre comme ça et le dos qui sort. C'est ça, l'hyperlordose lombaire. Voilà. Donc, on revient. Et donc, avec une démarche dandinante, rappelez-vous, quand j'ai parlé hier de la démarche dandinante, quand on a un déficit des muscles de la ceinture pelvienne. Je vous ai dit que dans les maladies musculaires, on a un syndrome myogène. Donc, on a un déficit qui prédomine dans les muscles de la ceinture scapulaire et de la ceinture lombaire, donc les muscles proximaux. Et donc, quand les muscles de la ceinture pelvienne sont déficitaires, le malade va avoir une démarche dandinante, c'est-à-dire c'est un malade qui va marcher comme un canard. Il se balance à droite, à gauche, comme un canard, une démarche en canard, parce qu'il a un déficit des muscles de la ceinture pelvienne, du bassin. D'accord? Alors, il existe un signe de Goers. C'est quoi le signe de Goers? Quand vous dites au malade, à l'enfant, c'est un enfant, la Duchenne de Boulogne touche les enfants, les garçons, les petits garçons. Donc, quand vous lui dites de s'asseoir par terre et de se relever, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Regardez, je vais montrer l'image. Regardez l'enfant, quand il veut se relever, qu'est-ce qu'il fait? Regardez comment il se relève. Il met une main sur le genou, ensuite la deuxième main sur le genou, ensuite une main sur la cuisse, et ensuite la deuxième main sur les cuisses pour qu'il puisse se relever. Il ne se relève pas rapidement comme un enfant normal. D'accord? Pour se relever, c'est en plusieurs étapes. Regarde. C'est ce qu'on appelle le signe de Goers.
le signe de Goers, d'accord? Parce qu'il a justement un déficit au niveau, regardez, voilà la ceinture scapulaire, c'est le bassin et la partie haute des cuisses, ceinture pelvienne. Le bassin et la partie haute des cuisses. Ici, la ceinture scapulaire, le cou, les épaules et la partie haute des bras. C'est ça, les muscles proximaux, les muscles proximaux. Et ici, les muscles qui vont tapisser donc cette ceinture pelvienne, les muscles aussi proximaux de la ceinture pelvienne, muscles proximaux de la ceinture scapulaire. C'est dans le syndrome myogène, c'est ces muscles-là qui vont être déficitaires et qui vont donner donc ce signe de Goers. Donc, on a dit qu'on avait l'hyperlordose, la démarche dandinante, le signe de Goers, et on a cette hypertrophie musculaire. En fait, c'est pas une véritable hypertrophie. Rappelez-vous, quand on a parlé du syndrome myogène, je vous ai dit qu'on pouvait avoir une atrophie, mais qu'on pouvait avoir surtout une hypertrophie dans les maladies génétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le muscle, il disparaît et il est remplacé par du tissu adipeux, du tissu interstitiel. Et c'est ce qui fait que le muscle a l'impression qu'il est hypertrophié. En fait, c'est pas du muscle, c'est du tissu adipeux interstitiel. Donc, il n'est pas efficace, si vous voulez. Donc, cette hypertrophie, elle va prédominer au niveau des mollets, ce qu'on appelle la pseudo-hypertrophie. Regardez. Voilà. Voilà, quelqu'un qui est normal, il a des cuisses normales, et hop, regardez cette pseudo-hypertrophie qui contraste avec ces muscles-là qui sont normaux. Donc là, ce n'est que du tissu adipeux et interstitiel, c'est pas du vrai muscle. D'abord, d'ailleurs, si vous l'examinez, il n'a pas une force, n'a pas une bonne force musculaire. D'accord? Voilà donc pour ce qui est des signes c'est le petit enfant, à l'âge de 3-6 ans. Et après, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 6 ans, le déficit, il va être proximal et il va ensuite toucher le tronc, il va même toucher le tronc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette hyperlordose, et surtout des ceintures scapulaires et pelviennes. Voilà donc. Alors, vers l'âge maintenant de 6-10 ans, quand l'enfant grandit un petit peu, il va à l'école, et donc à cet âge-là, le déficit devient de plus en plus important et les chutes vont être très, très importantes. Et donc, ça va donner carrément un déficit important avec un handicap sévère. L'enfant ne peut plus se relever. Quand il tombe, il ne peut plus se relever. Et donc, à la longue, je vous ai dit que le syndrome myogène a une atteinte surtout des muscles proximaux, mais quand la maladie s'aggrave, même les muscles distaux vont être touchés, même les muscles distaux. Là, c'est au stade, si vous voulez, c'est au stade final, d'accord, un stade plus évolué. Voilà. Rappelez-vous, hier, quand on a parlé du syndrome myogène, je vous ai dit que les réflexes idiomusculaires étaient abolis et que les réflexes ostéotendineux étaient normaux. Ils sont normaux au début, mais tardivement, plus tardivement, quand même les muscles distaux sont déficitaires, quand tout est déficitaire, paralysé, même les réflexes ostéotendineux vont être diminués ou abolis. Ça, c'est un stade plus avancé. Au début, on a le vrai syndrome myogène, c'est-à-dire déficit proximal, abolition des réflexes idiomusculaires avec réflexes ostéotendineux normaux, mais à la longue, le déficit il devient aussi distal et même abolition des réflexes ostéotendineux. Donc, après 10 ans, l'enfant, il ne peut plus marcher. C'est la perte de la marche. Et d'ailleurs, l'enfant est confiné au fauteuil roulant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits enfants sur fauteuil roulant. Généralement, regardez leurs mollets, vous allez les trouver hypertrophiques, etc. Ça, c'est le Duchenne de Boulogne. À partir de 10-12 ans, le malade, il perd la marche. Il perd la marche quand c'est à l'occasion, par exemple, d'un rhume, d'un épisode chirurgical, etc. Tout ça va aggraver sa symptomatologie et donc il va s'arrêter complètement de marcher et il va garder le fauteuil roulant. Après, quand il y a donc cette
atrophie musculaire, ce déficit musculaire avec atrophie importante, ça va donner des déformations avec des rétractions musculaires. Les rétractions, c'est-à-dire le malade, il va être par exemple en hyperflexion des mains, des avant-bras, des pieds, etc. Et c'est des rétractions très importantes qui se fixent. Et parfois, pour enlever ces rétractions, pour le soulager, on est obligé d'aller à la chirurgie pour vraiment décontracter ces muscles-là. D'accord? Et on va avoir des déformations, comme par exemple au membre inférieur, le varus équin, au membre supérieur, des coudes fléchis. Au niveau du tronc, une kyphoscoliose. C'est quoi le varus équin? Regardez. Regardez le varus équin. Varus équin. Varus, c'est quand les pieds sont comme ça, en dedans. Valgus, c'est le contraire. Les pieds sont comme ça, en dehors. Donc, varus, équin, équin. Alors, équin, ça vient de cheval. Équitation, équin, ça vient de cheval. Le cheval, il ne met jamais le talon par terre. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le pied du cheval. L'arrière, il est relevé. C'est pour ça qu'on dit varus, équin. Regardez, l'enfant, il ne met pas son talon sur il marche, sur, si vous voulez, sur la pointe des pieds. C'est pour ça qu'on dit il marche sur la pointe des pieds, c'est-à-dire le talon, il est en haut, on ne peut pas le mettre par terre. Et c'est ça, on dit donc équin, varus, équin. Voilà, les pieds en varus, équin. D'accord? Alors, l'enfant va faire des varus équins, il va faire une kyphoscoliose aussi. Il peut faire des déformations du tronc avec une kyphoscoliose. La scoliose, c'est quoi? C'est ça, c'est la colonne vertébrale qui est déformée dans le sens comme ça, sagittal. Ça, c'est la scoliose. La kyphose, c'est dans ce plan-là. On dit que l'enfant ou la personne a une bosse. C'est ça, la kyphose. Et ça, la scoliose. Hein? Et parfois, chez la même personne, on peut trouver une kyphose et en même temps une scoliose. Voilà, la kyphoscoliose. D'accord? Donc, voilà des déformations qu'on va trouver chez ces enfants-là. Donc, des déformations à la longue, le malade, il va garder le fauteuil roulant et il va avoir toutes ces déformations. À la phase finale, c'est-à-dire il va garder longtemps le fauteuil, vers 18-20 ans comme ça, les malades sont totalement paralysés. Il ne peut même pas rester au fauteuil roulant. Il est alité. Et donc, s'il est alité, on va avoir les complications du décubitus. D'accord? Les escarres, les infections, la défaillance cardio-respiratoire. Et c'est ça qui va tuer le malade. C'est les complications justement du décubitus. Et c'est la défaillance aussi cardiaque, l'atteinte cardiaque. Rappelez-vous au début du cours que j'ai dit que la dystrophine, on l'a trouvée aussi dans le cerveau et dans le cœur. Donc, elle est absente aussi au niveau du cœur et donc ça va donner aussi des complications cardiaques, surtout des défaillances myocardiques, le muscle lui-même qui va pas bien travailler et c'est ça qui va tuer le malade avec des anomalies du rythme, de la conduction, etc. Et c'est ça qui va emporter le malade avec les complications du décubitus et les défaillances cardio-respiratoires, c'est ça qui emporte le malade. Voilà. On peut trouver chez le malade, chez un tiers des cas, un retard mental. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai dit que la dystrophine existait au niveau du cerveau aussi, et quand elle est absente, le malade, il peut faire un retard mental. Voilà. Donc ça, c'était la maladie de Duchenne de Boulogne, qui est la dystrophineopathie la plus fréquente. D'accord? Docteur, Oui? docteur, s'il vous plaît, j'ai une question. Vous criez un petit peu, je n'entends pas. Hein. Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de cette dystrophie musculaire, on a un syndrome myogène avec un syndrome neurogène? C'est-à-dire les deux syndromes sont existants. Ah, il y a la demoiselle qui veut poser une question. Oui, madame, je suis en train d'entendre. Madame, vous criez, j'entends très mal. Hein. Oui, madame, j'ai dit, est-ce qu'au niveau de cette
dystrophineopathie, on peut trouver des syndromes myogènes avec des syndromes neurogènes. Hein? Oula, j'ai rien entendu, ma fille. D'accord, je vais répéter la question après, madame. Vous pouvez continuer. Je suis désolée pour le retard. Continuez. Est-ce que Madame, vous êtes là, Oui, s'il vous plaît? Oui? madame, elle a dit Oui. elle a dit dans la maladie Mhm. dystrophique, est-ce qu'on peut trouver des syndromes neurogènes associés à des syndromes musculaires en même temps? Dans la dystrophie, comme ça, dans la dystrophineopathie, non. Non, ça c'est une maladie du muscle lui-même. On ne peut pas avoir une atteinte du nerf. Sauf, comme par hasard, chez le même malade, il a deux maladies associées. Mais ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. C'est bon? D'accord, madame. D'accord. Alors, je continue. Alors, je vais vous parler d'une autre maladie, la maladie qui est aussi une dystrophineopathie, hein, la maladie de Becker. La différence entre maladie de Duchenne et maladie de Becker, c'est que la maladie de Becker, elle est moins dangereuse, si vous voulez, moins grave que la maladie de Duchenne. Pourquoi elle est moins grave? Parce que dans la maladie de Becker, la dystrophine, elle existe. Elle n'est pas complètement absente, elle existe. Mais elle existe en petite quantité ou bien elle existe soit en petite quantité ou bien de taille diminuée. Elle n'est pas de bonne taille. D'accord? Soit en nombre, elle est très diminuée en nombre, ou bien en taille. La taille n'est pas correcte et donc elle n'est pas très efficace. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va avoir des signes cliniques, mais qui sont quand même moins graves que dans le Duchenne. D'accord? Donc, on va voir les différences entre les deux. Alors, la dystrophie de Becker, c'est comme le Duchenne. C'est lié à l'X. On la voit surtout chez les garçons. Les filles sont porteuses, mais elle est de moindre gravité. Donc, la dystrophine, elle existe, mais elle est soit de petite taille ou bien en quantité basse. D'accord? Et donc, regardez, l'âge, l'âge de début, il est plus retardé. Hein? Chez l'enfant, c'est vers le 12-15 mois. Et ici, c'est vers 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, l'enfant, il peut courir, marcher, monter les escaliers, jouer, il n'y a pas de problème. À partir de l'âge de 12 ans, il va avoir un déficit musculaire qui prédomine surtout sur la ceinture pelvienne. Mais le malade ne s'arrête pas, il continuera à marcher longtemps, même si c'est sur la pointe des pieds, mais il continuera à être autonome pendant longtemps. Et le cœur n'est pas touché dans le Becker, il est souvent normal. D'accord? L'évolution, donc, elle n'est pas très invalidante. Le malade, il peut continuer à marcher, peut continuer à être autonome jusqu'à même après 30 ans. Mais quand même, à partir de 30-40 ans, il commencera à s'arrêter et à avoir des complications comme des pneumopathies, etc. Et il pourra décéder vers 42-45 ans. C'est quand même mieux que le Duchenne de Bourgogne. C'est un malade qui restera longtemps autonome. Imaginez autonome jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est déjà pas mal pour une maladie aussi grave. Voilà. Donc, oui? Madame, Oui. Madame, dans les deux maladies, toujours c'est la même enzyme qui est touchée. C'est la même enzyme. D'accord. Parce que je vous ai pris que les dystrophinopathies qui sont les plus importantes. Je vous ai dit que les autres enzymes, elles peuvent être touchées. On peut avoir des maladies des autres enzymes, mais elles sont exceptionnelles. Celles qui sont fréquentes, c'est les dystrophinopathies. D'accord, madame, merci. Voilà. Donc, quels sont les examens complémentaires à demander devant une maladie musculaire, une dystrophineopathie? Alors, c'est les enzymes musculaires. Alors, quand un muscle est détruit, donc, il va libérer ces enzymes dans le sang. Les enzymes sont libérées dans le sang. Et l'enzyme musculaire la plus importante, c'est les CPK. Ils vont être très augmentés, parfois jusqu'à 100 fois et parfois même on peut aller jusqu'à 1000 fois la normale. D'accord? Les CPK. Donc, devant
une maladie musculaire, si vous suspectez une maladie musculaire, la première des choses à demander, c'est les CPK, l'enzyme musculaire, qui va être très augmenté dans le sang. Donc, deuxième chose à demander, l'EMG. C'est quoi l'EMG? L'électromyogramme. L'électromyogramme, c'est un examen pour voir si on a une atteinte du muscle ou bien du nerf ou bien de la plaque motrice. L'électromyogramme. Donc, je vais vous montrer une image. Bien sûr, on va le voir en détail. Je vous ferai un TD sur les examens complémentaires en neurologie. Mais ici, on va quand même, je vais vous en parler même brièvement. Attendez. J'essaye de trouver. Regardez. Voilà comment on fait un EMG. Voilà l'appareil, il est là. On met une électrode de détection sur un muscle, par exemple ici au niveau de l'éminence ténare ou un muscle du bras ou n'importe quel muscle qu'on veut tester. Et cette aiguille-là, cette électrode-là, elle est reliée à cet écran, hein, et on va voir comment si vous voulez, travaille ce muscle. Normalement, quand on met cette électrode sur un muscle, au repos, quand le malade ne bouge pas ce muscle, au repos, on n'a rien sur l'écran. On n'a rien du tout sur l'écran. Au repos, sur cet écran-là, on a une ligne droite, il n'y a rien du tout. Après, on demande au malade de bouger le muscle qu'on a. Par exemple, on met ici sur l'éminence ténare, on demande au malade de bouger son pouce, de le bouger. Et quand il le bouge, on va avoir des potentiels d'action ici. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce tracé. Alors, regardez un tracé normal. Voilà les potentiels d'action qu'on va avoir. Voilà les potentiels d'action. D'accord? Chez quelqu'un qui fait une maladie musculaire, hein, du muscle, on va avoir, regardez, ce potentiel d'action. C'est un tracé qui est riche en potentiel d'action. Il y a beaucoup de potentiels, mais regardez, ils sont de petite amplitude. De très petite amplitude. Alors, on dit que c'est un tracé riche. Riche par rapport à quoi? Par rapport au tracé neurogène. Quand on malade, qui sont diminués en nombre. Regardez. On dit que le tracé neurogène, il est pauvre. Le tracé myogène, il est riche. Le tracé neurogène, il est pauvre. Mais le tracé neurogène, il a une bonne amplitude. Le tracé myogène, il est amplitude. Fibre simple. Donc, une importante. Le tracé, il est riche. Le tracé neurogène, il est pauvre. Voilà. D'accord, madame. Merci. Alors, on continue. Alors, j'ai dit donc qu'on demandait des CPK, un tracé, l'EMG, où on va avoir un tracé riche avec des potentiels, bref, de petite amplitude, polyphasique, etc. Les vitesses conduction sont normales. Là, on va voir plus tard quand on fera l'EMG, je vous explique ce que c'est que les vitesses conduction. En tout cas, dans le tracé myogène, elles sont normales. On peut faire un scanner musculaire, mais c'est rare quand on le demande. Hein. Il n'est pas très, très important. Ce qui est important, c'est les CPK, l'EMG et la biopsie musculaire. Bon, vous pouvez demander un scanner des muscles, scanner musculaire. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des zones d'hypodensité, c'est-à-dire vous allez avoir des taches, des petites taches noirâtres. Ça veut dire que c'est des muscles qui sont nécrosés. Ça vous montre des muscles, des taches, des zones de muscles nécrosés, donc hypodenses. D'accord? Voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est la biopsie musculaire. La biopsie musculaire, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Elle va nous montrer
c'est quoi d'abord la biopsie musculaire? C'est-à-dire on enlève un petit bout du muscle qu'on va analyser. Déjà en microscope, en normal, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des fibres nécrosées. Les fibres musculaires sont détruites, donc nécrotiques. Et quand elles sont détruites, le muscle va essayer de régénérer un petit peu, de se régénérer un petit peu. Donc, il y a des fibres, des petites fibres de taille variable, etc., qui va essayer de régénérer le muscle. Donc, on peut trouver des petites fibres régénératives de taille variable, mais qui ne sont pas efficaces. Hein. Avec surtout une augmentation du tissu interstitiel et c'est-à-dire tissu au microscope. Maintenant, quand on fait l'étude génétique du muscle biopsié, on va rechercher la dystrophine et on va voir qu'elle est absente dans le Duchenne ou bien de petite taille ou en nombre insuffisant dans le Becker. Voilà donc pour ce qui est de la biopsie. Voilà les examens complémentaires à demander, généralement CPK, EMG, biopsie. Voilà. Le traitement des dystrophinopathies. En fait, il n'y a aucun traitement des maladies génétiques en neurologie. On n'a pas encore trouvé de maladies génétiques, de traitement de, disons, la plupart des maladies génétiques en neurologie. Maintenant, les maladies génétiques se traitent par la thérapie génique. La thérapie génique, c'est-à-dire, si vous voulez traiter le chromosome lui-même, envoyer, si vous voulez, du chromosome sain à l'intérieur de la cellule pour qu'elle puisse générer, si vous voulez, la dystrophine, etc. Et donc, pour le moment, dans les dystrophinopathies, on n'a pas encore trouvé de traitement, même avec la thérapie génique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne le malade. C'est une maladie qui est grave. Donc, il faut essayer de l'accompagner pour ne pas qu'il ait mal, qu'il fasse des escarres, qu'il fasse des infections, etc. Parce que c'est ça qui emporte le malade. Ce qui tue, c'est pas la maladie, mais c'est les complications de la maladie, du décubitus. Donc, ce qu'il faut faire, je vous ai dit que le malade va faire des rétractions, des déformations, donc des rétractions tendineuses, il va avoir très mal. Et donc, il faut toujours lui faire de l'hydrothérapie, mobilisation passive, l'appareillage. Pour garder un membre tendu, il faut de l'appareillage, des attelles pour qu'il ne fasse pas de rétraction. La mobilisation passive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui faire une rééducation active. Il ne faut pas qu'il fasse des mouvements. Sinon, ces fibres musculaires sont déjà fatiguées, malades. Il faut pas encore les fatiguer par des mouvements, des efforts, ça. Il faut lui faire de la kinésithérapie douce, c'est-à-dire passive. C'est-à-dire, c'est à vous de lui bouger les membres, de lui faire des massages, etc. Voilà. Donc, il faut aussi une psychothérapie. C'est pour annoncer à des parents que leur fils va garder le fauteuil roulant, après il va décéder vers 20 ans, c'est pas facile. Donc, il faut toujours une psychothérapie, un soutien moral au patient et à sa famille. Et il faut surtout éviter les infections, il faut essayer de traiter les troubles cardiaques, les troubles du rythme, il faut éviter les escarres, etc. C'est-à-dire le nursing, pour garder le malade, si vous voulez, un maximum, pour éviter ces complications-là cardio-respiratoires et du décubitus, parce que c'est ces complications qui tuent le malade. Bon, on a essayé un peu une psychothérapie, une corticothérapie, si vous voulez, de 6 mois. On donne de la prédnisone à la dose de 0,75 mg kg jour. Ça ne guérit pas le malade. Ça permet un peu de le soulager, de retarder un petit peu les complications, mais ça ne le guérit pas. D'accord? En fait, le traitement du futur, c'est les thérapies géniques. C'est traiter le chromosome lui-même au niveau de la cellule. Voilà. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore trouvé le traitement de la thérapie génique. Et il faut un conseil génétique. C'est des maladies héréditaires. Donc, il faut essayer de donner un conseil génétique qu'il n'y ait pas de mariage consanguin. S'il y a un cas comme ça dans la famille, il faut éviter les mariages consanguins. D'accord?
Voilà. Alors, on pourra maintenant, ce qu'il y a, c'est que maintenant, si, par exemple, dans une famille, il y a déjà un cas et que la femme est en plus est enceinte, on pourra faire un diagnostic prénatal en faisant une biopsie du trophoblast, donc un diagnostic prénatal pour essayer de faire un avortement thérapeutique. Si on trouve que l'enfant porté par la mère présente ce problème génétique, on pourra faire un avortement thérapeutique. Docteur, Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser? oui, docteur, s'il vous plaît. Hein? Docteur, concerne Oui. la kinésithérapie. D'accord? Docteur, est-ce qu'on peut dire que elle ressemble un Essayez peu de crier, ma fille. Madame, je Arrêtez suis en train de de crier, Allah. Hein? Madame, je suis en train de crier. Je pense- Oui, madame, je suis en train de crier parce que je pense que c'est le problème. Non? C'est mon micro qui est foutu. Peut-être. Oui. Hein? Madame, j'ai posé la question concernant la kinésithérapie, madame. Est-ce qu'on peut dire qu'elle ressemble un peu plus la rééducation, soi-disant la rééducation neurologique ou bien la rééducation des muscles? Bon, j'ai compris. Rééducation, la kinésithérapie, c'est la rééducation fonctionnelle. D'accord? D'accord, oui. Qu'est-ce Madame, que il y a tout vous ce qui... voulez dire par là? Est-ce que la rééducation fonctionnelle chez le Oui, malade qui fait une dystrophiноpathie, il faut qu'elle soit passive, pas active. C'est pas doucement, comme oui. quelqu'un qui fait, par exemple, une hémiplégie secondaire, un AVC, tout ça. Là, il faut lui faire, parce que son muscle est seulement déficitaire, mais il n'est pas malade, il n'a pas une maladie génétique. Donc là, il faut lui faire des mouvements, il faut qu'il fasse des mouvements, des efforts, etc., pour récupérer. Tandis que quelqu'un qui a une maladie génétique du muscle, le muscle est malade, il est fatigué, il ne faut pas encore le fatiguer, il va s'atrophier très rapidement, va se nécroser très rapidement. Donc, on lui fait une rééducation passive pour qu'il ne fasse pas de rétraction, pour le soulager, etc. Et c'est tout. Massage, on lui fait bouger nous-mêmes ses membres, etc. Pas de rééducation active. C'est comme ça que j'ai D'accord. compris ta question. Hein? Oui, madame, oui, madame, C'est bon? c'est presque... Oui, madame. Hein? Madame, et tout ce qui concerne, madame, la préconisation des corticoïdes. Madame, c'est pas une réaction inflammatoire au niveau des muscles ou bien. Pourquoi on préconise les corticoïdes, donc? Les corticoïdes, quand il y a une nécrose, automatiquement, il y a un processus inflammatoire. D'accord? Donc, D'accord. quand le processus inflammatoire, il aggrave encore la situation. Donc, quand on lutte au moins contre le processus inflammatoire, on soulage un petit peu le malade, mais sans pour autant le guérir. D'accord, oui, madame. D'accord? D'accord, oui, merci beaucoup, madame. Est-ce que ça va? Oui, madame, ça va. Madame, il est cardiopathie. Madame, il est cardiopathie. Madame, c'est-à-dire, on peut dire, on peut trouver des cardiomyopathies. Des Comme ça, cardiomyopathies, justement, c'est parce que des cardio... vous savez que le cœur, c'est un muscle. Donc, les cellules musculaires du cœur sont aussi touchées par l'absence Oui, de cette madame. dystrophine. Et donc, le muscle cardiaque aussi, il va être déficitaire, il ne va pas bien travailler et ça va nous donner ces cardiomyopathies. Dans le Duchenne de Bologne, et des cardiomyopathies qui vont carrément, qui peuvent tuer le malade. Oui, madame, merci beaucoup. Merci, C'est bon? gentil, madame. Oui, merci beaucoup, madame. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un autre cours tout à l'heure? Oui, madame. مدام Oui. قبل ما نديرو كل واحد الكل نعاودو لليا باسكو كاين اللي ما قدروش يديروا في الكل الاول. أيوة.